Le marathon est une légende, dans son sens le plus noble. Dans les temps anciens, le messager Philippides aurait couru de la bataille de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Il se serait ensuite effondré, mort. Ce noble sacrifice contraste un peu avec l'étrange histoire que je vais vous raconter. Voyons voir. Voilà. Le marathon des Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. Bienvenue à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Nous sommes en juillet 1904. Cette année-là, les États-Unis célèbrent le 100e anniversaire de l'acquisition de la Louisiane, ce qui en fait une date importante pour la jeune nation. La ville de Saint-Louis veut faire honneur à cet anniversaire en organisant une exposition universelle tout à fait monumentale. Pour ne rien laisser au hasard, elle vole même les Jeux Olympiques à la ville de Chicago, où ils étaient censés se tenir. Laissez-nous les Jeux, demande Saint-Louis. Non. D'accord, alors on organise nos propres Jeux. Ah, bon. Entendu. À la bonne heure. Mes respects à madame. Pareillement. Oui, je vais faire les voix. Avec l'exposition universelle et les Jeux Olympiques, Saint-Louis devient le centre du monde pendant toute une semaine. Plus de 19 millions d'âmes s'y rendent pour l'occasion, l'équivalent de la moitié de la France de l'époque. Parmi les visiteurs, Thomas Hicks. Ce jeune homme de 28 ans est clown de profession. Il est originaire d'Angleterre et il n'a jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les installations sont si nombreuses qu'il faut plusieurs jours pour en faire le tour. 50 pays rivalisent pour éblouir les visiteurs par leur culture, leurs arts et leurs avancées scientifiques. Hicks est émerveillé. Il observe le premier vol de dirigeable public de l'histoire et assiste à une reconstitution grandeur nature d'une bataille qui a eu lieu il y a quelques années en Afrique du Sud. Dans un souci de perfectionnisme, les organisateurs ont embauché des généraux et des soldats des deux camps et les ont fait revivre les moments les plus traumatiques de leur existence plusieurs fois par jour pour les yeux ébahis du public. Hicks passe devant le stand de Beautiful Jim Key, un cheval capable de faire de l'arithmétique et qui sait rendre la monnaie. Il prend un tramway électrique pour la première fois, découvre un prototype de machine à rayon X et se régale d'une glace avec un cône gaufré, inventé pour l'occasion. Tout comme lui, le grand public découvre les hamburgers, les hot dogs et les barbapapa. C'est un véritable succès. L'exposition universelle, c'est le progrès de l'humanité, et elle accueille des personnages illustres comme Thomas Edison, Henri Poincaré ou le chef Apache Geronimo. Celui-ci est exhibé dans une exposition anthropologique, aux côtés de milliers de Philippins, de Japonais et même d'un pygmée. Hicks est fasciné par ce zoo humain. Ou dégoûté, peut-être, qui sait. Son esprit est probablement totalement concentré sur l'épreuve qui l'attend. Il est venu à Saint-Louis pour concourir dans la compétition de marathon et il veut repartir avec une médaille. Mais Thomas Hicks a pris part, sans le savoir, aux JO les plus étranges de l'histoire de l'humanité. Ah bon ? Les Jeux Olympiques étaient assez différents de ceux d'aujourd'hui. L'année de notre marathon, un homme du nom de George Heiser remporte 6 médailles de gymnastique, dont 3 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze, en une journée, avec une jambe de bois. Il y avait la discipline du tir à la corde, de la crosse, d'une variante du croquet, et de ce qui semble être de la course en sac. La session précédente avait accueilli des épreuves de pétanque, de tir au pigeon et de pêche à la ligne. Les JO de l'époque étaient encore assez expérimentaux. C'est au tour de Hicks de briller. Il se rend d'un pas déterminé au stade où débute l'épreuve de marathon. Hicks et 31 autres athlètes s'alignent sur le départ. 11 Grecs, dont la rumeur dit qu'ils n'ont jamais fait de marathon. L'un d'entre eux invente à cette occasion le cœur de doigt coréen. 2 vétérans sud-africains de l'ethnie Tswana, venus à l'exposition universelle pour participer aux reconstitutions historiques des batailles dans lesquelles ils ont réellement combattu. Ce concours de circonstances en fait les premiers Africains à participer aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. L'un d'entre eux courra le marathon sans chaussures. Un autochtone américain qui court sous la bannière de la réserve indienne de New York. Et un Cubain qui n'est pas là. Monsieur Félix de la Caridad Carvajal y Soto tarde à arriver. Cet ancien facteur a eu une vie incroyable. Messager pendant la guerre, puis postier, ce Cubain est connu sur l'île pour être un coureur invétéré. Lorsqu'il demande des sous pour se rendre aux Jeux Olympiques de Saint-Louis, il se heurte à un employé municipal peu coopératif. Alors, il court autour du bâtiment municipal. Pendant des heures. L'événement attire une foule curieuse, et lorsque la nuit arrive enfin, on l'arrête et on lui demande ce qu'il veut. « Aller à Los Estados Unidos de América pour courir una maratón », répond-il probablement. « Ok, bueno ». Et le maire lui donne l'argent du billet vers le continent. Félix de la Caridad Carvajal y Soto prend le bateau et débarque à la Nouvelle-Orléans. Dans un tripot, il perd tout son argent au dé. Il doit marcher et faire de l'autostop jusqu'à Saint-Louis, qui est à 1000 km de là. Quand il arrive sur la ligne de départ,
il est affamé et épuisé par son périple. Chemise blanche à manches longues tachées par la poussière, un pantalon épais, un béret et des chaussures de ville. Il n'a pas d'équipement de course et pas un seul sou en poche. Pas d'autre alternative, il doit courir comme ça. Un autre athlète lui vient en aide, trouve une paire de ciseaux et transforme son pantalon élégant en short. Voilà, tout est en place, la course peut commencer. À 3h03 de l'après-midi, les coureurs s'alignent. Il fait 32 degrés Celsius, l'air est étouffant. Le président de l'exposition universelle tire le coup de départ. X s'élance. Très vite, il prend de l'avance. C'est son moment, il le sait. Mais alors qu'il court, une idée insistante trotte dans son esprit. Cette course n'est pas normale. Les marathons ne commencent généralement pas en milieu d'après-midi, surtout pas à la fin du mois d'août, pense-t-il. Avec cette humidité, il n'arrive pas à se rafraîchir, mais c'est le moindre de ses problèmes. La course traverse des collines qui lui font faire des centaines de mètres de dénivelé. Il doit traverser des rails de train. Il doit esquiver des voitures ou des gens qui promènent leurs chiens. Il voit un autre coureur trébucher et tomber. Il n'a pas le temps de regarder qui est la pauvre victime, il avance. Au même moment, un drame est en cours. Len Toniani, l'un des pisteurs sud-africains, est en bonne place. Tout à coup, il entend des aboiements derrière lui. Une meute de chiens lui court après. Ils sont probablement racistes, se dit-il. Il sort de la route pour leur échapper, mais ils le suivent pendant plus d'1 kilomètre. Pendant ce temps, Lordan, qui avait gagné le marathon de Boston quelques années plus tôt, vomit continuellement. La chaleur le rend si malade qu'il abandonne. Au même moment, le coureur Fred Lorz souffre de crampes intenses et arrête la course, lui aussi. Il monte dans une voiture officielle pour aller accueillir les vainqueurs. Pendant ce temps, la chaleur continue d'épuiser les coureurs qui ont très soif. Il n'y a que 2 points d'eau dans toute la course et les accompagnateurs ont l'instruction étrange de ne pas leur donner à boire. L'organisateur des Jeux Olympiques, James Sullivan, veut tester les effets de la déshydratation délibérée sur les athlètes. Ces cobayes involontaires tombent comme des mouches. Alors que Mellor est en tête, il a le tournis. À force de courir dans le nuage de poussière créé par les automobiles qui le précèdent, il n'arrive plus à respirer. Il capitule. Peu après, William Garcia est retrouvé dans un fossé, inconscient. Le sable projeté par les voitures a attaqué ses poumons, et il fait une hémorragie. On l'emmène de toute urgence à l'hôpital, il évite la mort de peu. Pendant ce temps, X continue d'avancer. Au bout de 16 km, il demande de l'eau. On la lui refuse. Son état s'aggrave. Quelques kilomètres plus tard, il redemande de l'eau. On lui donne une mixture de blanc d'œuf mélangée avec de la strychnine. Cette molécule est utilisée pour faire de la mort aux rats. Pendant ce temps, Monsieur Félix de la Caridad Carvajal y Soto, ou Andarin pour les amis, est en train de se faire des amis, justement. Dans un anglais approximatif, il s'arrête pour discuter avec des badauds, il fait des blagues. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, alors il aile une voiture et demande une pêche aux voyageurs, qui refusent. On ne refuse pas des fruits à Andarin, il leur vole les pêches et les mange en courant. Il a encore faim. Lorsqu'il voit un verger, il s'arrête et commence à dévorer les pommes qui lui tombent sous la main. Certaines sont gâtées. Il a une crampe d'estomac foudroyante. Il s'allonge un petit moment, le temps que ça passe. Pendant ce temps, Fred Lorz, qui a abandonné, voit la course depuis la voiture qui l'emmène vers la ligne d'arrivée. Il salue les spectateurs et les coureurs qu'il dépasse. Mais, à quelques kilomètres de l'arrivée, la voiture tombe en panne. « Aucun problème, je continue à pied », dit-il. Il avale les derniers kilomètres entre-temps et c'est ainsi qu'il traverse la ligne d'arrivée. Il est déclaré vainqueur 3h13 après le coup d'envoi. Il a battu un record mondial, en faisant du stop, certes. Alice Roosevelt, la fille du président, est sur le point de lui remettre la couronne de fleurs de la victoire lorsque quelqu'un hurle « Hey, mais je l'ai vu dans une voiture !» Il avoue tout et explique que c'était une blague. Il est disqualifié immédiatement, mais il a gagné une histoire unique à raconter à ses amis. Pendant ce temps, X continue de courir, mais il est à bout. La strychnine est un raticide, mais c'est aussi un stimulant, dont l'effet disparaît rapidement. Il faut renouveler la dose. À 10 km de l'arrivée, son équipe lui resserre le cocktail, qu'ils arrosent de brandy. Déshydraté, drogué et ivre, X ne sait plus où il est. Un officiel le décrit. Dans les derniers kilomètres, X fonctionnait comme une machine bien huilée. Ses yeux étaient ternes, sans éclat. La couleur cendrée de son visage et de sa peau s'était accentuée. Ses bras apparaissaient comme des poids bien attachés. Il pouvait à peine soulever ses jambes, tandis que ses genoux étaient presque raides. Une autre rasade de brandy lui redonne un peu de courage, mais le fait halluciner. Il supplie pour que ça s'arrête, il veut s'allonger. Ses accompagnateurs le portent à moitié lorsqu'il traverse la ligne d'arrivée et qu'il est déclaré vainqueur. Le vrai, cette fois. Il a perdu plus de 3 kilos dans la course et il a fait le pire temps de l'histoire des Jeux Olympiques. Mais il a survécu. Ce qui est déjà pas mal, finalement. Pendant ce temps, Monsieur Félix de la Caridad Carvajal y Soto se réveille de sa siesta.
Le mal de ventre est passé, alors il se remet en route dans ses habits du dimanche. Il arrive enfin à la ligne d'arrivée et découvre sa place. 4e. À la 2e place, un Français qui a déserté l'armée et immigré aux États-Unis et qui est dans une situation si irrégulière qu'on ne saura pas à quel pays donner la médaille d'argent. À la 3e place, un coureur dont la particularité principale est d'avoir eu un homonyme né la même année, lui aussi spécialiste de la course de fond. Arthur Newton, aucun rapport avec Arthur Newton, enchanté, était sa phrase préférée. Peut-être. Monsieur Andarin Carvajal est rejoint par 2 Sud-Africains qui ont réussi à semer les chiens enragés, et quelques rares autres coureurs qui finissent la course. Sur les 32 du départ, il n'en reste que 14. C'est, comme on dit dans le milieu, un véritable carnage. Les Jeux de cette année-là sont si catastrophiques que le comité olympique se demande à un moment s'il ne vaut pas mieux balancer l'idée quelque part au fond de la fosse des Mariannes et ne plus jamais en reparler. Pour sauver les Jeux, un nouveau format est proposé en Grèce, sans grand succès. De toute façon, depuis que le tir à la corde a été retiré, je trouve que ça a perdu beaucoup d'intérêt. L'année qui suit la course de Saint-Louis, Fred Lorz recroise X au marathon de Boston, et cette fois il gagne sans faire du stop. Quant à monsieur Félix de la Caridad Carvajal y Soto, il semble avoir vécu une vie très curieuse. Il reste un moment aux États-Unis, puis retourne à Cuba et traverse le pays dans les 2 sens. En courant, évidemment. Il décide de participer aux Jeux Olympiques d'Athènes, alors il traverse l'Atlantique, mais n'atteint jamais la Grèce. À peine débarqué en Italie, il est pris dans une rixe, et il disparaît. Il est considéré comme mort. Un journal cubain publie une nécrologie en son honneur à cette occasion, et c'est la fin du légendaire voleur de pommes des JO de 1904. 6 mois plus tard, un homme nommé Félix de la Caridad Carvajal y Soto débarque à la Havane. C'est bien lui, en chair et en os, beaucoup moins mort que ne le prétendait le journal, et j'ai même une théorie pour expliquer sa disparition. À mon avis, il a trouvé des fruits sans surveillance, il a fait une longue sieste, et il s'est un peu arrêté sur la route du retour pour parler avec des badauds. Tout simplement. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable jusqu'au bout. Dans les prochains épisodes, je vais retourner sur la vulgarisation scientifique, mais là, j'avais vraiment trop envie de vous raconter cette anecdote que je trouve incroyable. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à écrire, réaliser et monter, parce que je fais quasiment tout seul, et j'ai écrit un court making-of pour expliquer les différentes techniques que j'ai utilisées, mes inspirations, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ses limites, et le mélange avec des outils plus classiques. Vous pouvez tout de suite aller le lire, c'est sur Tipeee, dans ma newsletter. Le lien est dans la description. La chaîne est aujourd'hui entièrement financée grâce aux tipeurs et aux tipeuses qui la soutiennent. Et si vous aussi vous avez envie d'avoir ma reconnaissance éternelle ou de vous dire que ce qui se passe sur votre écran est créé grâce à vous, vous pouvez totalement contribuer sur Tipeee. C'est même une excellente idée en fait. Non, vraiment c'est une super idée. Vraiment, là. En parallèle de cette vidéo un peu inhabituelle, j'ai préparé une série d'épisodes que je vais partir tourner, là, le mois qui arrive, dans un pays qui fait beaucoup l'actualité. Je vais pas vous en dire plus, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être des épisodes ambitieux, assez compliqués à tourner, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater ça. Je pense que ça va être intéressant. Prenez soin de vous et à la prochaine.